gratte-ciel immense du nord du Texas, se dressent deux villes à la fois unies et rivales. Fort Worth, où l'Ouest américain commence, et Dallas. À Fort Worth, les Cowboys ont transformé un petit poste frontière en l'une des villes les plus animées de l'Ouest des États-Unis. À 50 km de là, Dallas a été érigé sur une promesse, celle d'un monde où tout est possible. Les premiers colons ont tenté d'y créer une utopie socialiste, les esclaves libérés s'y sont installés après la guerre de sécession, et aujourd'hui la ville est devenue un haut lieu d'art urbain et de musique. À Dallas, l'équipe de football américain des Cowboys est devenue l'une des plus chères de l'histoire du sport. Et une petite compagnie aérienne régionale est à l'origine d'une véritable révolution dans le monde du transport. Dallas et Fort Worth ont toujours été fiers de leur identité distincte. Mais elles ont aussi partagé la vedette de grands événements historiques. C'est dans un hôtel de Fort Worth que le président John Fitzgerald Kennedy a passé sa dernière nuit quelques heures avant son assassinat à Dallas. Le Dallas-Fort Worth Metroplex constitue désormais la 4e plus grande aire urbaine des États-Unis. C'est ici que se trouve un centre d'entraînement hors du commun pour les combattants du feu. Et c'est sur sa base militaire aérienne que sont testés certains des nouveaux systèmes de défense américains. Et le vendredi soir, la ville s'enflamme quand les meilleures équipes scolaires du football américain s'affrontent dans des stades immenses. Bienvenue à Dallas et Fort Worth. L'une des vues les plus spectaculaires de Dallas, dans l'État américain du Texas, est celle des gratte-ciels au soleil levant qui se reflètent dans les eaux tranquilles du fleuve Trinity. En raison de sa faible profondeur, ce fleuve ne peut accueillir les bateaux venus de l'océan Atlantique. Dallas est ainsi la seule grande ville américaine à ne pas être reliée à la mer par voie navigable. Cela ne l'a pas empêché de prospérer, grâce à quelques arguments de vente persuasifs et la promesse du rêve américain. Le premier à vendre cette promesse est le fondateur de la ville, John Neely Bryan. En 1839, il explore pour la première fois le site de Dallas. En 1841, il s'y installe et inaugure rapidement un ferry qui permet aux colons de franchir le fleuve. Quelques années plus tard, un Français nommé Victor Prosper Considérant vend aussi cette promesse grâce à un argument qui a de quoi surprendre. Il pense que Dallas est l'endroit idéal pour créer une communauté utopique, la Phalange, et parvient à convaincre plus de 200 colons français de le suivre. En 1855, ils accostent sur la côte du golfe des États-Unis avec tous leurs biens et prennent la direction de Dallas. Certains font le voyage de 400 km à pied. C'est ici, à 5 km à l'ouest du centre-ville actuel, qu'ils fondent leur phalanstère. Ils la baptisent La Réunion. Mais la terre est trop pauvre pour être cultivée. Les orages, la sécheresse et les invasions d'insectes ont vite raison des récoltes. La communauté disparaît en seulement 5 ans. Il n'en reste aujourd'hui que ce cimetière. De nombreux membres de la Réunion s'installent cependant au Texas. Grâce à leur savoir-faire de brasseurs, de bouchers ou encore de menuisiers, ils participent à la transformation de la petite colonie de Dallas en une métropole bouillonnante.
L'un des monuments les plus emblématiques de la ville porte le nom de la colonie aujourd'hui. La Tour de la Réunion, construite en 1978, se dresse à 171 mètres de hauteur dans le quartier du même nom. Beaucoup d'automobilistes passent chaque jour au pied de cette tour pour se rendre au travail. Elle domine un gigantesque réseau de rampes, de routes et de ponts. C'est l'une des nombreuses infrastructures qui font battre le cœur de Dallas. Cet échangeur autoroutier en est une autre. Il est construit sur 5 niveaux et s'élève à une trentaine de mètres au-dessus du sol. Les villes de Dallas et Fort Worth ont beau être distantes de 50 km, elles constituent les deux piliers d'une vaste région urbaine, le Dallas-Fort Worth Metroplex. Le Metroplex englobe une douzaine d'autres villes et banlieues, notamment Irving, Grande Prairie et Arlington. Dans le nord se trouve l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, le 4e du pays par sa fréquentation. Aujourd'hui, Dallas et Fort Worth ne font plus qu'une seule et même agglomération. Mais elles ont toujours cultivé et revendiqué leur identité propre. Fort Worth est depuis longtemps surnommée la frontière de l'Ouest. Les origines de son esprit pionnier sont intimement liées à la fondation du Texas. Tout commence dans les années 1820, quand le Mexique devient indépendant et prend possession du territoire du Texas, alors sous contrôle espagnol. À cette époque, les Amérindiens Comanches règnent sur la majeure partie de l'ouest du Texas. Ils sont surnommés les seigneurs des plaines du Sud. Seules quelques petites villes s'étendent alors autour d'églises espagnoles, comme celle de la mission San José à San Antonio. Pour conserver le contrôle de la région, le gouvernement mexicain incite les colons à s'installer au Texas en leur offrant des terres. En échange, ils doivent renoncer à leur citoyenneté américaine et prêter serment d'allégeance au Mexique. Des milliers d'Américains acceptent la proposition et fondent de nouveaux villages, comme celui-ci, baptisé Washington on the Brazos. L'entente est de courte durée et les colons se retrouvent rapidement en conflit avec les autorités mexicaines. Elles menacent notamment de leur imposer la loi du pays qui interdit l'esclavage. Le gouvernement applique également un impôt sur les produits importés. En réaction, les colons organisent de petites révoltes isolées contre l'armée mexicaine avant de revendiquer la création d'une nation à part entière. Le 2 mars 1836, une délégation de colons se rend à Washington on the Brazos pour signer la déclaration d'indépendance du Texas. Voici une réplique du bâtiment où la signature a eu lieu. Mais les colons ignorent alors qu'ils vont payer le prix de cette liberté. Au moment de la signature, une centaine de rebelles texans sont assiégés depuis des jours dans l'ancienne mission catholique d'Alamo, à près de 500 km de Dallas. 1500 soldats mexicains cernent les rebelles. Ils leur laissent le choix entre se rendre sans résistance ou se faire massacrer. Les Texans refusent de capituler. Le 6 mars au petit matin, l'armée mexicaine pénètre dans l'église et massacre les rebelles retranchés. Parmi les victimes de l'offensive se trouve le pionnier Davy Crockett, devenu un héros de l'histoire américaine. La cruauté du général mexicain incite de nombreux Texans à prendre les armes. En avril 1836, il se venge lors de la bataille de San Jacinto, à l'extérieur de l'actuelle ville de Houston. Ce monument se dresse là où 900 rebelles texans ont vaincu un contingent de l'armée mexicaine,
en capturant son général. C'est ainsi que le Texas a gagné son indépendance. Pendant les 10 années qui suivent, le Texas reste une république indépendante. Jusqu'à son rattachement aux États-Unis, voté le 29 décembre 1845, ce qui en fait le 28e État américain. Aujourd'hui, la déesse de la liberté domine le Capitole d'Austin, à 300 km au sud de Dallas. Elle rend hommage aux combats acharnés, menés et remportés par les Texans contre les Mexicains. Après l'adhésion à l'Union en 1845, c'est désormais au gouvernement américain de protéger la population. C'est ainsi que Fort Worth a été fondé. En 1849, le général William Jenkins Worth est nommé chef des armées du Texas. Il propose de construire une ligne de défense qui s'étendrait du golfe du Mexique jusqu'au nord du Texas. Mais il meurt du choléra en mai 1849. Quelques semaines plus tard, un emplacement est choisi pour construire le fort de la frontière nord sur la rive du fleuve Trinity. Il est baptisé Fort Worth en l'honneur du général. Il se dresse alors sur ce promontoire où se trouve aujourd'hui le tribunal du comté de Tarrant. À l'ouest de cette frontière, la région appartient aux États-Unis, même si le gouvernement de l'époque n'en a pas pleinement le contrôle. Le poste frontière de Fort Worth est érigé pour protéger les colons. C'est de là que la ville tient son identité frontalière, encore forte aujourd'hui. En seulement 10 ans, les Cowboys vont transformer cette petite bourgade en une ville aussi animée que malfamée. Ses rues sont bordées de saloons et des hors-la-loi légendaires y font régner la terreur. Il est 10 h du matin dans le quartier de Stockyards à Fort Worth. Depuis plus d'un siècle, ces vaches, appelées Texas Longhorn, sont les vedettes de la ville. Elles descendent de la plus ancienne espèce de vache en Amérique, introduite par Christophe Colomb et les Espagnols. À l'état sauvage, ces vaches se servent de leurs cornes pour se défendre. Aujourd'hui, la plupart de ces animaux sont élevés pour leur viande. Ce troupeau ne sert cependant qu'aux expositions publiques. 2 fois par jour, des garçons vachers rassemblent les bêtes et les font défiler sur l'East Exchange Avenue. Au début du 19e siècle, d'immenses troupeaux traversaient les rues de Fort Worth lorsqu'ils étaient conduits jusqu'au Kansas. Après la guerre de sécession, la demande en viande augmente dans les villes en pleine expansion comme New York ou Chicago. Au Texas, de nombreux troupeaux sont abandonnés pendant la guerre, livrés à eux-mêmes. En 1867, un entrepreneur de l'Illinois, nommé Joseph McCoy, convainc le chemin de fer de construire une gare à Abilene, dans le Kansas, pour faciliter le transport de ces bovins vers l'est des États-Unis. À l'époque, les Cowboys peuvent acheter une vache au Texas et la revendre 7 fois plus cher dans le Midwest. Ils commencent à conduire à cheval leur bétail vers le nord en empruntant un chemin baptisé la piste Chisholm. La piste naît dans le sud du Texas, sous la forme d'un réseau de sentiers. Elle traverse ensuite l'Oklahoma et rejoint une ligne de chemin de fer à l'ouest de Kansas City. À la fin des années 1870, plusieurs millions de vaches ont déjà remonté la piste Chisholm. La traversée permanente des troupeaux fait rapidement de Fort Worth une ville prospère. Les nombreux cowboys de passage font escale dans un quartier peu fréquentable. Il se trouve au nord du Palais des Congrès actuel. À la fin du 19e siècle, tous les cowboys texans connaissent les saloons, tripots et maisons closes du quartier de Hells Half Acre.
Les fusillades et les meurtres à répétition contraignent la municipalité à fermer certains établissements et au début du XXe siècle, le quartier retrouve son calme. En 1911, le pasteur J. Frank Norris commence à dénoncer les personnalités publiques qui fréquentent les bars et prostituées de Fort Worth. Quelques mois plus tard, son église est mystérieusement réduite en cendres. En 1912, il est accusé d'incendie volontaire. Ce pasteur a étudié au séminaire théologique baptiste du Sud-Ouest, considéré comme le deuxième plus important du pays. D'autres personnalités américaines, et notamment des gouverneurs et journalistes, y ont également étudié. Aujourd'hui, la religion est un marché lucratif à Dallas-Fort Worth. L'aire urbaine abrite certaines des églises les plus influentes et riches du pays. Parmi elles, la Kenneth Copeland Ministries, dirigée par une famille de télévangélistes très fortunés. Le pasteur Kenneth Copeland et sa femme Gloria vivent au bord du lac Eagle Mountain, à quelques kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Fort Worth. Derrière leur résidence, voici l'aéroport Kenneth Copeland. Cette ancienne base aérienne des Marines s'est construite en 1942 pour accueillir les planeurs de l'armée, puis remplit diverses fonctions militaires après la Seconde Guerre mondiale. La famille Copeland rachète l'aéroport dans les années 1980 et y fait construire ce hangar. Il abrite désormais le jet privé du pasteur. Au-delà de l'aéroport s'étend la communauté religieuse. C'est ici que les Copeland réalisent les vidéos qui seront ensuite diffusées dans le monde entier. En 2018, la fortune personnelle de Kenneth Copeland, acquise grâce à son église, est estimée à 760 millions de dollars, soit l'équivalent de 680 millions d'euros. Depuis sa fondation en tant que poste frontière militaire, Fort Worth joue un rôle capital dans la défense de la nation. Ses pilotes s'entraînent à bord de redoutables avions de guerre, les A-10 Thunderbolts. Surnommés les Warthogs, phacochères en français, ils rentrent à la base aérienne de la marine. Cet avion n'est pas réputé pour son esthétique, mais pour sa puissance de feu et sa conception exceptionnelle. Un bouclier en titane protège les pilotes et les moteurs. Sous les ailes, les missiles à guidage laser peuvent atteindre des cibles au sol avec une précision inégalée. Dans le nez de l'appareil, 7 canons rotatifs automatiques de calibre 30 mm sont capables de pulvériser un char d'assaut. Cette base aérienne sert également de terrain d'essai à de nombreux avions et systèmes de défense américains. Sur la piste, des pilotes de F-16 s'entraînent pour leur prochaine mission. C'est maintenant un F-18 Hornet qui s'apprête à décoller. Il appartient à l'escadron des Cowboys. Cet avion de combat peut atteindre une vitesse proche de 2000 km/h. Le 21 novembre 1963, l'avion transportant le président John Fitzgerald Kennedy et son épouse Jackie atterrit sur cette piste. À cette époque, cette base aérienne porte le nom de Carswell Field. Kennedy est en route pour Dallas, mais souhaite faire escale à Fort Worth pour remercier les habitants de leur contribution à la défense de la nation. Le couple présidentiel passe la nuit dans une suite de l'hôtel Texas de Fort Worth. Le lendemain matin, Kennedy s'exprime publiquement pour la dernière fois sur le parking de l'hôtel sous une pluie battante. Lors de son allocution,
il met en avant le rôle joué par Fort Worth dans des opérations militaires nationales et internationales. Plus tard dans la matinée du 22 novembre, les Kennedy retournent à Carswell Field et embarquent à bord de l'avion présidentiel. « 15 minutes plus tard, à 11h40, Air Force One atterrit à l'aéroport de Love Field, à Dallas. Alors que la limousine décapotable du président traverse la ville, des milliers d'habitants se pressent dans les rues pour l'acclamer. Neely Connolly, la première dame du Texas, se trouve dans le véhicule en compagnie du couple présidentiel. À 12h30, la limousine traverse Dealey Plaza quand des coups de feu retentissent. Ils sont tirés d'une fenêtre du 5e étage depuis le dépôt de livres scolaires. Kennedy et le gouverneur du Texas, John Connolly, assis devant lui, sont tous les deux touchés. En quelques minutes, la limousine arrive à l'hôpital de Parkland. Mais les médecins ne peuvent sauver le président, gravement touché à la tête. À 13h33, l'information est diffusée dans le monde entier. Le 35e président des États-Unis vient d'être assassiné. Son épouse, Jackie Kennedy, insiste pour conserver son tailleur couvert de sang devant les caméras. Malgré la loi du Texas qui contraint les médecins à réaliser une autopsie, le corps est immédiatement transporté à l'aéroport par les services secrets. Trois heures après l'arrivée des Kennedy à Dallas, le vice-président Lyndon B. Johnson est nommé président des États-Unis à bord de l'avion Air Force One, sur la piste de Love Field. Quelques minutes plus tard, Jackie Kennedy décolle pour Washington, le cercueil de son mari à ses côtés. En 1970, la ville de Dallas fait construire ce mémorial près de l'endroit où JFK a été tué. Il est l'œuvre de l'architecte Philip Johnson. Ces murs blancs en béton semblent flotter au-dessus du sol. Ce grand espace vide, à ciel ouvert, a pour but d'inciter les visiteurs à réfléchir et à se souvenir. Le mémorial a été financé par les dons des habitants de Dallas. Au moment de l'assassinat de Kennedy, l'équipe de football américain de Dallas, les Cowboys, joue contre les Browns de Cleveland. À la fin du match, les spectateurs accusent les joueurs d'être des assassins. Et bientôt, Dallas sera surnommée la ville de la haine. Il faudra longtemps à Dallas pour redorer son blason. Pendant des années, elle reste la ville qui a tué Kennedy. Au Texas, tout semble démesuré, à commencer par le ciel et les paysages. C'est particulièrement vrai à Dallas. Dans cette ville isolée au milieu du désert, les habitants ne manquent pas d'ambition et l'ont prouvé au cours de l'histoire. C'est de cette ambition qu'est née une petite compagnie aérienne à bas prix nommée Southwest Airlines. Elle a vu le jour ici, à Love Field. En 1966, l'investisseur et homme d'affaires Rolling King souffle à son ami, un avocat nommé Herb Kelleher, l'idée d'une nouvelle ligne aérienne régionale. Sur une serviette de table, il dessine une liaison très simple entre Dallas, Houston et San Antonio. La nouvelle compagnie aérienne est inaugurée un an plus tard, en 1967.
Le premier Boeing 737, affrété par la Southwest Airlines en 1971, est désormais exposé au musée de l'aviation de Dallas Love Field. Les sièges et l'intérieur sont d'origine. Herb Kelleher et Rolling King développent leur compagnie aérienne à prix réduit et font naître une nouvelle philosophie du voyage. À bord, ni plateau repas ni classe affaires. Il n'y a même pas de siège réservé. En échange, les prix des billets restent bas et très vite, la Southwest décolle. Aujourd'hui, c'est la première compagnie intérieure américaine. Et avec plus de 750 appareils, elle possède la plus grande flotte au monde de Boeing 737. La plupart des grandes compagnies ont depuis imité le modèle Southwest. Herb Kelleher est mort en 2019, mais la compagnie qu'il a fondée siège toujours à Dallas. Le bâtiment est cerné par une armée d'appareils peints aux couleurs de la compagnie. Celui-ci est orné de l'étoile du Texas. Il a été baptisé Lone Star One, en hommage à l'État où Southwest Airlines a été créé. L'aéroport de Love Field, à Dallas, est petit et proche du centre. Alors, quand la municipalité de Fort Worth a évoqué l'idée d'un nouvel aéroport commun aux deux villes, elle a essuyé un refus. Mais avec l'expansion de l'ère urbaine, le gouvernement américain n'a pas laissé le choix aux habitants de Dallas. L'aéroport international de Dallas-Fort Worth a été inauguré en 1973. Il a rapidement transformé la région en un pôle économique majeur et est devenu un carrefour essentiel pour les passagers et les marchandises. Aujourd'hui, l'aéroport s'étend sur une superficie supérieure à celle de Manhattan et possède même son propre code postal. Il est composé d'un ensemble de terminaux modulables en forme de demi-cercle. Pour l'instant, ils sont au nombre de 5, mais 8 terminaux supplémentaires peuvent encore être ajoutés. Quand John Neely Bryan a fondé la ville de Dallas en 1841, il avait une vision, celle d'un immense lieu de rencontre. Un siècle et demi plus tard, l'histoire lui a donné raison. En 2018, plus de 69 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Dallas-Fort Worth. Il symbolise la réussite de deux villes isolées au milieu du désert, qui ont uni leurs forces pour devenir l'un des piliers de l'économie du pays. Il est 14 heures et le plus gros avion commercial au monde actuellement, l'Airbus A380, atterrit sur la piste 36R. Par leur hublot, les passagers peuvent apercevoir un autre A380 en flammes. L'incendie est réel, mais l'appareil est un modèle qui appartient au centre de recherche et d'entraînement des pompiers d'aéroport. Des bataillons du monde entier viennent se former ici à toutes les situations d'urgence. Les incendies sont déclenchés sur commande par une équipe postée dans la tour de contrôle. Le centre d'entraînement compte notamment une fosse où les pompiers apprennent à éteindre du carburant en flammes à l'aide d'eau, de mousse et de poudre chimique. Tous les pompiers d'aéroports du pays doivent s'entraîner ici une fois par an. L'exercice le plus difficile est l'incendie de l'A380. Ce modèle est le seul disponible aux États-Unis. Dès que l'équipe dans la tour de contrôle ouvre les valves de propane, l'A380 s'embrase. Les flammes peuvent faire fondre un fuselage en aluminium en 1 minute.
Mais celui-ci, construit en acier, a été conçu pour résister à des centaines d'incendies. Les pompiers s'entraînent également à éteindre les incendies de moteurs et de trains d'atterrissage. À bord de cet avion, conçu sur 3 niveaux, ils apprennent également à combattre le feu dans le cockpit, la cabine, les toilettes et la soute. Aujourd'hui, des fourgons d'incendie sont venus en renfort. Ce centre de recherche et d'entraînement offre aux pompiers des installations exceptionnelles et faciles d'accès. Il constitue un atout supplémentaire pour l'aéroport de Dallas-Fort Worth. À quelques kilomètres à l'ouest de l'aéroport, un puits de pétrole et de gaz est en train d'être foré. Fort Worth se trouve au-dessus d'une formation géologique d'environ 13 000 km², les schistes de Barnett. D'après certains experts, cette formation pourrait contenir l'une des plus grandes réserves de gaz de schiste des États-Unis. Mais le gaz est enfermé dans la roche et difficile à extraire. Il faut avoir recours à la fracturation hydraulique, très controversée en raison de son impact environnemental. Pendant des années, forer dans cette roche à l'aide d'eau, de produits chimiques et de sable est considéré comme une perte de temps et d'argent. Mais en 1995, un jeune ingénieur de 31 ans, Nick Steinsberger, initie une véritable révolution énergétique. Il commence à expérimenter de nouvelles techniques, en utilisant davantage d'eau et moins de sable et de produits chimiques pour fracturer la roche. Au cours de ces expériences, il découvre que le puits produit près de 30 000 mètres cubes de gaz par jour. Depuis ce jour, les entreprises énergétiques se servent de la technique mise au point par Steinsberger pour forer de vastes gisements au Texas, en Pennsylvanie et dans le Dakota du Sud. Ce puits, baptisé S.H. Griffin numéro 4, considéré comme le premier du genre, produit encore du gaz aujourd'hui. Fort Worth est construite sur une véritable manne pour les exploitants d'énergie fossile, alors qu'il n'y en a pas sous la ville de Dallas. Celle-ci est cernée par les gisements, mais n'en possède aucun. Pourtant, Dallas est devenu pour beaucoup synonyme de pétrole depuis qu'un feuilleton télévisé a rendu célèbre cette ville et son univers impitoyable. Chaque semaine, entre 1978 et 1991, des millions de téléspectateurs se pressent devant leur écran pour voir apparaître l'entrée de South Fork Ranch lors du générique de Dallas. Pendant 357 épisodes, ils suivent les affres de la famille Ewing, qui se déchire pour conserver la main sur son empire pétrolier. La propriété se trouve dans la ville de Parker, au nord de Dallas. En réalité, seules quelques scènes d'extérieur y ont été filmées. Le reste du feuilleton a été tourné à Los Angeles. Aujourd'hui, ce site touristique accueille un centre de congrès. Un magnat du pétrole a en effet vécu à Dallas. Il était plus exubérant encore que JR et vivait lui aussi dans une grande maison blanche à l'extérieur de la ville. Il s'appelait Haroldson Lafayette Hunt Jr. En 1929, Hunt fait construire ce manoir. Il s'inspire de Mount Vernon, la propriété du président Washington en Virginie du Nord. Hunt fait fortune en misant tous ses biens gagnés au jeu sur des concessions de pétrole en Arkansas.
Il est alors l'un des premiers à investir dans l'un des gisements les plus lucratifs au monde, dans l'est du Texas. À sa mort en 1974, Hunt est à la tête d'une fortune colossale, évaluée à 5 milliards de dollars, l'équivalent de 4,5 milliards d'euros. Il laisse derrière lui 14 enfants. L'un d'eux, Lamar Hunt, se fera connaître dans un tout autre domaine que l'industrie pétrolière. En 1959, Lamar Hunt souhaite créer une équipe de football américain à Dallas et rejoindre la Ligue nationale, la NFL. Mais le directeur de la Ligue ne croit pas en cette nouvelle équipe et refuse. Lamar Hunt décide alors de créer une ligue rivale qu'il baptise l'AFL. Pendant 2 saisons, son équipe, baptisée les Dallas Texans, joue à domicile, au stade du Cotton Bowl. Craignant la concurrence de cette nouvelle ligue, la NFL lance sa propre équipe, les Cowboys de Dallas. L'objectif est de renverser l'équipe de l'AFL. Un combat acharné s'engage. C'est à l'équipe qui vendra le plus de billets pour ces matchs. Elle se partage le stade en alternance. En 1963, la NFL parvient à conquérir les supporters et à imposer les Cowboys face aux Texans. Lamar Hunt déplace son équipe à Kansas City et la renomme les Chiefs. L'équipe participe en 1967 au tout premier Super Bowl, qui voit s'affronter les meilleures équipes de l'AFL et de la NFL. Les 2 ligues fusionnent en 1969. Dans les années 1970, sous l'impulsion de leur entraîneur Tom Landry, les Cowboys remportent davantage de victoires que n'importe quelle équipe de la NFL. Ils gagnent notamment 2 Super Bowls. Dans les années 1980, leur formidable ascension prend fin. Ils commencent à perdre plusieurs saisons consécutives et le club se retrouve au bord de la faillite. C'est alors qu'un magnat du pétrole nommé Jerry Jones, le propriétaire de ce manoir, décide de prendre un énorme risque. Il rachète la franchise pour 140 millions de dollars. C'est alors la plus grosse transaction de l'histoire du sport américain. Pendant les 10 années suivantes, les Cowboys font un retour spectaculaire et remportent 3 Super Bowls. Aujourd'hui, ils s'entraînent ici, à Frisco, au Texas. Jerry Jones a réussi son pari. La franchise est désormais estimée à 4 milliards de dollars, soit 3,5 milliards d'euros. Il reste le propriétaire des Cowboys à ce jour. Un autre milliardaire impliqué dans le sport réside à Dallas, dans cette propriété du quartier de Highland Park. Il s'appelle Mark Cuban. Il possède la franchise de basketball des Mavericks de Dallas depuis l'an 2000, qu'il aurait acquise par simple passion. Une passion qui lui a coûté cher. Ses accès de colère lui ont valu plusieurs amendes, dont une équivalente à 220 000 € versée à la NBA en 2006. En 2002, Mark Cuban s'emporte contre un arbitre, déclarant qu'il ne l'engagerait même pas comme vendeur de glace chez Dairy Queen. La direction commerciale de la marque saute sur l'occasion et défie Mark Cuban de travailler dans une boutique pendant une journée. Le milliardaire accepte et passe 8 heures à servir des glaces ici, à Coppell. Plus d'1 millier de clients viennent se faire servir par le propriétaire des Mavericks. C'est un formidable coup de publicité pour la marque. L'événement est relayé aux informations nationales et permet de récolter des fonds pour une organisation caritative. Mark Cuban reste l'un des plus importants investisseurs de Dallas. Il croit en l'avenir prometteur de la ville,
tout comme son fondateur John Neely Bryan en 1841. C'est ce même potentiel qui attire l'attention du président américain George W. Bush en 2008. Il annonce que sa bibliothèque présidentielle sera construite ici, sur le campus de l'Université méthodiste du Sud. Cet immense complexe, qui porte le nom de Centre présidentiel George W. Bush, est inauguré en 2013 en présence de 5 présidents américains: George Bush père et fils, Jimmy Carter, Bill Clinton et Barack Obama. Le bâtiment abrite un musée consacré à l'ancien président George W. Bush. Il n'est pas le seul à avoir laissé son empreinte dans la ville de Dallas et influencé son histoire et sa culture. Le quartier de Deep Ellum, construit peu après la guerre de sécession, est chargé d'histoire. La guerre de sécession détruit la plupart des villes confédérées du sud des États-Unis. Cependant, Dallas et Fort Worth sortent indemnes du conflit. Après la guerre, des centaines d'esclaves libérés s'installent à Dallas et Fort Worth pour commencer une nouvelle vie. Ils sont nombreux à être engagés dans l'industrie ferroviaire alors florissante. Mais la ségrégation reste forte dans les deux villes et les anciens esclaves noirs ne sont pas autorisés à vivre dans des quartiers occupés par les Blancs. Ils ne peuvent même pas emprunter les ascenseurs des centres commerciaux du centre-ville. Afin de vivre libres, ils fondent leur propre communauté en périphérie des deux villes. L'une d'elles est fondée en 1873 sur Elm Street, à l'est du centre-ville de Dallas, et est baptisée Deep Ellum. Le quartier existe encore aujourd'hui. En 1920, Deep Ellum est un important pôle commercial spécialisé dans la transformation du coton. Le constructeur automobile Ford y possède une usine qui produit la première voiture fabriquée en série, la célèbre Ford T. Mais le quartier est surtout réputé pour sa scène musicale. Ses bars et clubs accueillent parmi les plus grands noms du jazz et du blues de l'époque, comme Robert Johnson, Sam Lansing Hopkins et Bessie Smith. Dans les années 50, une nouvelle voie rapide est construite à Dallas. Elle traverse le quartier de Deep Ellum et contraint de nombreux clubs à fermer. Il faut attendre la fin des années 80 pour que la scène musicale ressuscite. En 2012, un investisseur immobilier propose à des artistes du monde entier de décorer les murs de ses propriétés. Ils sont des centaines à répondre positivement à sa proposition. Les images des 42 fresques murales de Deep Ellum feront le tour du monde. Dan Kolzer, un artiste roumain, est l'auteur de cette version moderne du dieu Janus avec ses deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. En 2017, l'artiste texan Steve Hunter s'aperçoit qu'il n'existe aucun portrait de la légende du rock Stevie Ray Vaughan, pourtant né à Dallas. Il peint une fresque tout près de Main Street. L'art public de Deep Ellum est devenu une attraction touristique à part entière à Dallas. Il ne se limite pas à des fresques. Dans l'ouest du quartier se dressent des sculptures représentant des robots, construites avec du métal et des rivets. Elles font toutes partie d'une œuvre baptisée Traveling Man. Ces immenses sculptures ont été conçues par Brandon Oldenburg et Brad Oldham, en hommage à l'histoire ferroviaire de Deep Ellum. Celle-ci domine une gare du réseau ferré rapide de Dallas. Elle a été créée en 2005. Quand le soleil se couche sur Dallas-Fort Worth, ce temple de l'art et de la musique prend vie. Chaque année, un festival commémore l'histoire de Deep Ellum et sa contribution à la vie culturelle de Dallas. Pendant un week-end, au mois d'avril, la fête envahit les rues.
C'est lors d'une nuit comme celle-ci qu'en 2016, Dallas est à nouveau frappé par la tragédie. Le soir du 7 juillet 2016, des manifestants se rassemblent dans le centre-ville. Ils protestent contre la mort de 2 Noirs américains tués par des policiers, l'un en Louisiane, l'autre dans le Minnesota. À 19h15, 800 manifestants quittent Bello Garden Park. Lorsque le soleil se couche, ils marchent dans Elm Street. À l'approche de l'El Centro College, un homme se dirige droit sur 3 officiers de police et ouvre le feu. Une fusillade s'ensuit. Les forces de l'ordre croient tout d'abord que 2 tireurs sont positionnés sur les toits des immeubles alentours. Il s'agit en réalité d'un seul tireur embusqué qui change de position afin de faire diversion. Il sera plus tard identifié comme Micah Johnson, 25 ans. Blessé, le forcené parvient à se réfugier dans l'un des bâtiments universitaires. Des étudiants se trouvent encore à l'intérieur, mais le tireur se positionne au premier étage et vise les policiers qui pénètrent dans le bâtiment. Il déclare vouloir venger les Noirs américains récemment abattus par la police. Après 2 heures d'affrontement, les forces de l'ordre utilisent pour la première fois un robot tueur télécommandé, armé d'une caméra et d'explosifs. Le tireur tente de le neutraliser, mais il est tué par la charge explosive transportée par le robot. Bilan de l'attentat, 5 morts et 7 blessés, tous membres de la police de Dallas. Quelques jours plus tard, les présidents Barack Obama et George W. Bush s'expriment lors d'une cérémonie à la mémoire des victimes. Ils appellent à l'unité et au retour de la paix dans tout le pays, entre les citoyens et la police. Dallas-Fort Worth a souvent fait la une des journaux. Mais les événements les plus marquants ont lieu tous les vendredis soirs à l'automne, quand les équipes scolaires de football américain s'affrontent dans les stades du Metroplex. Ce soir, à l'ouest de Dallas, l'équipe des Saxy Mustangs, en maillot blanc, rencontre celle des Rowlett Eagles lors du match le plus important de l'année. Cette année, les Saxy Mustangs sont numéro 1 du classement. Leurs adversaires sont numéro 2. Si les tenants du titre l'emportent, ils seront champions régionaux pour la 3e fois consécutive. Ils jouent au stade Homer B. Johnson Stadium de Garland, qui possède son système vidéo professionnel et peut accueillir 15 000 spectateurs. Les stades scolaires les mieux équipés du pays se trouvent au Texas, et les rivalités entre équipes sont devenues légendaires. Voilà pourquoi tant d'habitants du Metroplex parcourent des kilomètres tous les vendredis soirs pour encourager leur équipe. Ce sont des matchs comme celui-ci qui ont inspiré l'auteur du best-seller Friday Night Lights, devenu un film puis une série télévisée. Ce soir, les Saxy Mustangs sont en très grande forme. Ils sont sur le point de vaincre les Rowlett Eagles 48-0. La victoire est imminente. Une fois le soleil couché sur le Metroplex, alors que Dallas vibre encore, le centre-ville de Fort Worth a retrouvé son calme. L'ancien quartier de Hells Half Acre, connu pour ses saloons et ses maisons closes, attire aujourd'hui les habitants pour sa tranquillité. Ces jardins aquatiques ont été créés par l'architecte Philip Johnson dans les années 1970. Cette création futuriste montre que Fort Worth n'est plus depuis longtemps une ville sans foi ni loi. Tout comme Dallas, c'est aussi une métropole en plein essor, tournée vers l'avenir. Dans le ciel nocturne de Dallas-Fort Worth, la tour de la Réunion se détache plus que toutes les autres.
Elles rappellent que ces deux villes doivent leur existence aux rêves d'utopie et au travail acharné des premiers colons qui ont imaginé un avenir sur les rives du fleuve Trinity.